public égyptien, comme langue obligatoire. En échange, il a dit je vous demande de m'autoriser à ouvrir un institut d'études d'arabe moderne à l'université d'Alger, qui projetait d'appeler l'Institut Farouk al-Awwal, du nom du roi Farouk qui était encore en place. Et donc ça a été signé avec la direction des affaires culturelles du Quai d'Orsay. Et Taha Hussein a choisi son meilleur élève, qui était aussi un élève des orientalistes, Yahya al-Khachab, qui avait fait une brillante thèse avec Massignon. Il l'a choisi pour aller diriger l'Institut Farouk Ier à l'université d'Alger. Alors il a eu un billet d'Air France, parce qu'il fallait venir à Paris, puis aller à Alger, il n'y avait pas de ligne directe. Il a fait ses valises pour prendre l'avion le lendemain de bonne heure. Alors il reçoit à minuit un coup de fil de Taha Hussein en arabe qui lui dit « Ya ibn al-halal, France al-ghat l'ittifaq ». Il a reçu un telex à l'époque, il dit l'accord n'est pas paraphé. Il a signé et puis paraphé. Or la raison, c'est que la délégation égyptienne à l'ONU a voté contre la France à propos de la Libye. La France voulait maintenir le Fezzan. La France était pour la partition de la Libye. Et le projet a été mis en échec par le docteur Salah ad-Din, qui est très dynamique, ministre des Affaires étrangères du gouvernement du roi. Et donc, on a pénalisé l'Égypte en annulant l'accord qui avait été signé par les deux ministres. Et donc, ça montre comment il y avait un lobby hostile à l'Ankara en Algérie jusqu'à la veille du 1er novembre 1974. Et la même année de l'annulation de l'accord pour l'Institut Farouk, il y a eu une affaire locale qui a défrayé la chronique, où vous aviez au sud d'Aflou un officier algérien de l'armée française en retraite qui est revenu dans son douar d'origine. Or, il inscrivait ses élèves à l'école des Ulama. Et dès le début de l'année scolaire, l'administration a interrompu le versement des allocations familiales aux enfants de cet officier. Alors, cet officier ne se laissait pas faire. Il a soumis l'affaire à maître Ahmed Boumendjel, un brillant avocat, et qui était au Conseil de la République, au Sénat actuel. Or, Boumendjel l'a fait connaître cette affaire en écrivant au ministre de la Défense et en la médiatisant. Et alors on a dit à l'officier en retraite, pourquoi vous avez choisi l'école des Ulama? Il a dit, sur 100 km à la ronde, au sud d'Aflou, dans le sud-ouest algérien, il n'y a aucune école française. Et on est en 1951, et non pas 1851. Donc les gens qui votent des lois sur les aspects positifs de la colonisation devraient méditer cet exemple. Et l'administration violait les lois en faisant du chantage aux allocations familiales pour saboter les écoles des Ulama. Donc jusqu'au bout, vous avez une sourde opposition à la langue arabe. Il y avait un lobby très fort à l'époque qui ne reculait même devant des moyens illégaux. Et c'est ce lobby que nous avons encore en France qui est à l'origine de la suspension du CAPES d'arabe jusqu'à maintenant. Vous savez, on a un parent d'élève là dont un des fils était dans un collège dans le Loiret, pas loin d'Orléans. Et lui, il était à Paris. Il voulait que son fils fasse de l'arabe au moins en deuxième langue. Et puis il téléphonait au proviseur. Le proviseur lui dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire au téléphone. Lui, il s'est déplacé. Il a été jusqu'à ce collège, là, dans ce petit village, une ville moyenne. Il lui a montré une circulaire confidentielle de la rue de Grenelle, ministère de l'Éducation. Il faut décourager les enfants d'origine maghrébine à choisir l'arabe ne serait-ce que comme seconde langue. Donc vous avez la période coloniale, ses objectifs étaient très clairs, c'était de combattre l'identité arabe et la langue arabe, mais on a encore des séquelles jusqu'à maintenant. Si vous voulez faire une
une étude sur le sort de la langue arabe aujourd'hui, il y a un gros volume à écrire à partir de ce genre de circulaire secrète, de la suspension de la langue arabe. Le mobile principal, c'est l'effarement provoqué par le dernier recensement aux États-Unis. Vous avez les démographes, la DPM, le ministère des Affaires sociales, qui s'intéressent à ce qui se passe aux États-Unis. On a découvert au dernier recensement américain que l'espagnol est la deuxième langue utilisée aux États-Unis. Et c'est dû à la naturalisation des hispaniques, latinos comme on dit, qui continuent à utiliser l'espagnol s'ils sont d'origine mexicaine, même après leur acquisition de la citoyenneté américaine. Et vous avez des spécialistes français qui ont peur que l'arabe ne devienne l'équivalent de l'espagnol aux États-Unis. Donc par le biais de l'immigration, si on enseigne l'arabe, on permet son usage dans les familles, il risque de talonner le français. Et dans le même temps, vous avez l'Algérie qui a commandé des centaines d'enseignants du français depuis décembre dernier. J'ai lu dans un journal 11 000 enseignants, je crois qu'il y a un zéro de plus. Et vous avez des responsables algériens qui vous disent déplorer la baisse du niveau de français en Algérie, et ils demandent des enseignants du français. Mais la logique aurait conduit à demander la réciprocité et à revenir aux accords d'Évian, si vous les avez bien lus. Il n'y a qu'Abdelhamid Mahel qui avait dans sa poche les accords d'Évian, et vous avez une clause sur le devenir du français en Algérie et le devenir de l'arabe en France. Et on a signé, après l'échec de la proposition de Louis Jox de maintenir le français comme langue officielle en Algérie, on s'est mis d'accord sur le maintien de l'enseignement de l'arabe en France et l'enseignement du français en Algérie. Donc ne serait-ce que l'application des accords d'Évian, on devrait revendiquer le maintien d'une réciprocité dans ce domaine. Donc c'est un des aspects, si vous voulez, de la colonisation qui rend fondée l'utilisation du mot génocide culturel. La formule génocide culturel a été proposée à la Convention des droits de l'homme de l'ONU à Palais Chaillot en 1948, mais elle n'a pas été retenue, et c'est l'Égypte et la France qui l'avaient rejetée. L'Égypte, je crois que c'est à cause du Soudan, mais c'est la délégation danoise qui a proposé de légiférer contre les génocides culturels. Alors, la Convention de 1948 a légiféré sur le génocide tout court. Alors, le génocide culturel, si vous voulez, la France assimilationniste assumait son rôle d'organisatrice d'un génocide culturel, et c'est le combat contre la langue arabe et le contrôle strict de la religion musulmane. Et c'est, à mon avis, on peut faire avancer les études historiques en dehors de l'historiographie française attachée à un historiquement correct. On connaît les arrière-plans idéologiques. C'est de retracer, si vous voulez, la résistance passive des Algériens face à cette atteinte à l'identité de l'Algérie par le biais de la langue. Donc, si vous voulez, Augustin Berg, le livre là, il doit sortir d'ici un mois ou deux en Algérie, il révèle clairement que dans les années 20 et 30, on voulait encourager l'usage, l'introduction du maximum de mots d'origine maltaise, italienne, mahonaise ou française dans le parler des Algériens dialectal pour combattre l'arabe classique. Donc, je pense que quand on a à l'esprit et quand on a eu des documents entre les mains sur cette affaire-là, le mot génocide culturel est tout à fait justifié. Son usage est tout à fait justifié. Maintenant, le génocide tout court, le brave Michel Abar a été obligé d'aller à Tunis pour répondre, pour publier ces lettres que le monde censurait.
chez Bani Ahmed, qui avait créé Afrique Action, l'ancêtre de Jeune Afrique. Et il avait comme seul défenseur, parmi les jeunes historiens français, Vidal Naquet, qui n'était pas un historien de l'Algérie, c'était un historien de la Grèce, mais qui est devenu un spécialiste de l'Algérie quand il fait des causes pour Michel Afar. Donc vous voyez qu'il y a des pans entiers de l'histoire de l'Algérie. Et en France, vous n'avez aucun institut, dans je ne sais pas combien d'universités françaises, des dizaines, il y a 80 ou 90, vous n'avez aucun département spécialisé dans l'étude de l'Algérie, ni aucun institut de la recherche para-universitaire. Vous avez bien l'Institut Maghreb Europe qui a été créé par Stora en promettant bon et merveille, mais jusqu'à maintenant, il est à l'état d'hibernation. Stora est parti, il a été remplacé par d'autres ronds de cuir universitaires, mais vous avez des études sur l'Algérie qui traînent encore à cause de cette volonté diffuse de maintenir sous silence ces aspects embarrassants pour la conscience française. Et je pense qu'en dehors de... Il y a quelques thèses qui viennent d'être soutenues contre l'avis des directeurs de thèse. Par exemple, vous avez un des historiens de l'Algérie qui a soutenu des thèses sur le rôle de l'islam dans le nationalisme algérien, le rôle qu'il niait, lui, dans ses premiers écrits. Donc, quand on lui rapporte des paquets d'archives inédites qu'il aurait pu consulter, et qu'il a même consulté, qu'il a passé sous silence, il est obligé de le reconnaître. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. Sinon, un quart d'heure. Un quart d'heure. Bon. Alors moi, j'avais préparé pour les touristes des généralités, si vous voulez, sur l'Algérie, histoire, géographie, géographie humaine, histoire sur la longue durée, et puis sur l'Algérie d'aujourd'hui. Mais je pense que bon, l'Algérie, c'est étymologiquement le Jazaïr. Le Jazaïr, ça vient de Jazaïr Bani Mazghanna. C'est les îlots qui étaient au large de l'Algérie actuelle. Et les Bani Mazghanna, c'est une tribu de Métidja et de la classe militaire. Et donc il n'y avait que des îlots. C'est Jazaïr Jemal Jazira. Donc la ville après a été appelée le Jazaïr. Et à partir de la corruption des noms arabes par les latins et puis les français, ça a donné Alger et l'Algérie. Et le mot algérien, pendant très longtemps, désignait les Pénoirs. Pour les musulmans, on disait les indigènes. Quand on disait indigènes, c'est les juifs et les musulmans, c'est-à-dire ceux qui étaient avant l'occupation française. Donc vous avez l'Algérie qui a sa physionomie actuelle, parce qu'elle correspond au territoire de ce que une partie du territoire de ce qu'Ibn Khaldoun appelle le Maghreb al-Awsat, le Maghreb central. Bon, Ibn Khaldoun est un peu plus à l'ouest, mais à partir de la fin des Mouahidines, qui est une date charnière, c'est le dernier État qui a réussi à unifier le Maghreb. Tous les autres ont échoué. Donc vous avez les petits royaumes là, qui ont essayé de survivre. Les derniers, c'est les Hafsides à Tunis, et puis les Bani Abdelouad à l'ouest, à Tlemcen, sans parler de Mortelé. Mais du fait de la violence de la reconquista espagnole, qui était la continuation de l'expulsion des Morisques. Et là, j'ai un poème d'à peu près 70 vers en arabe où les notables andalous ont écrit une lettre pour demander l'aide au calife ottoman de l'époque, vers 1520, etc. Je crois que c'était Bayezid, c'était avant. Donc c'est un poème qui mérite d'être édité. سلام كريم دائم متجرد أخص به مولانا خير خليفة سلام على مولانا ذي المجد والعلا ومن ألبس الكفار ثوب المذلة
سلام على من وسع الله ملكه قسنطينة أكرم بها من مدينة. C'est Constantinople, c'est pas Constantine. سلام على من زين الله ملكه بجند وأتراك من أهل الرعية. سلام عليكم شرف الله قدركم وزادكم ملكا على كل ملة. سلام على القاضي ومن كان مثله من العلماء الأكرمين الأجلة. سلام على أهل الديانة والتقى ومن كان ذي رأي من أهل المشورة. سلام عليكم من عبيد تخلفوا بأندلس في الغرب في أرض غربة. أحاط بهم بحر من الروم زاخر وبحر عميق ذو ظلام ولجة. Lujja, c'est une vague assez élevée, une montagne d'eau. Donc, il compare les assauts des croisés espagnols à la vague qui a plusieurs mètres d'eau. Et donc ce poème, ils l'ont envoyé vers 1520 pour le calife de l'époque, Bayezid, je crois, qui n'était pas en mesure d'envoyer une flotte jusqu'à l'ouest de la Méditerranée pour les sauver. Et les Espagnols à l'époque occupaient Oran, ils ont occupé Ténès, ils ont occupé Bougie. Et c'est ce qui fait que les roitelets de post-almohadiens n'étaient pas en mesure de se défendre. Parce qu'eux-mêmes avaient des petits royaumes, et c'est ce qui a amené fatalement les Turcs ottomans à occuper une partie du Maghreb, et notamment l'Algérie. Et si vous voulez, à l'époque, on parlait de confins. Il n'y avait pas de frontières précises. C'est après l'arrivée des Turcs qu'on est passé des confins, quelque chose d'assez imprécis, aux frontières délimitées avec précision. Et on a, si vous voulez, les Alaouites, la monarchie alaouite, et les Saadiens avant, les Bani Wattas, avaient résisté à la domination ottomane. Et Moulay Ismail, à un moment, se croyait suffisamment fort, il voulait mettre fin à la présence ottomane en Algérie. Et dans une des guerres qu'il a déclenchées, les Turcs d'Alger, les pachas de l'époque, ont laissé les troupes marocaines arriver jusqu'à Chlef actuel. Après, ils les ont repoussés au-delà d'Oujda. Ils étaient en mesure d'aller jusqu'à Fès. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont signé les accords d'Oujda, qui ont fixé les frontières. Et à l'est aussi, on a des postes frontières, on a des douanes. Donc, si vous voulez, l'Algérie ottomane, c'était un État régional, moderne, dès cette époque-là, avec les frontières. Évidemment, le sud, l'espace saharien n'intéressait pas les Turcs. Donc, le Sahara il a fallu les Français pour s'intéresser au Sahara et même maintenir les territoires du Sud qui avaient un statut spécial par rapport à ceux du Nord. Et au moment de la négociation de l'indépendance de l'Algérie, la France voulait maintenir sa souveraineté sur le Sahara en prétendant que c'est elle qui a mis en valeur. Mais la fermeté de la délégation algérienne, Lugrin et Evian, a fait reculer le général de Gaulle lui-même. Et c'est ce qui fait que l'Algérie provoque beaucoup de jalousie en ayant un territoire de 2000 km de profondeur vers le sud. Mais c'est le général de Gaulle, quand on lui a dit, il a signalé les chicayas marocains en 1963, il a dit, dites au petit roi, que les Algériens ont versé leur sang pour ce qu'ils ont comme frontière. De Gaulle lui-même a reconnu que c'est par le combat que l'État-nation algérien a été obtenu. Mais contrairement à ce que une thèse assez répandue, il y avait déjà un État-nation qu'on peut appeler algérien, puisque la région d'Algérie s'est autonomisée progressivement par rapport à Bab el-Ali, la sublime porte, à tel point que les Dey et les Pachas ont désobéi à plusieurs reprises à Istanbul. Par exemple, après
décapitation de Louis XVI, je crois que c'était Salim III, qui était à Istanbul. Il a ordonné au Dey d'Alger à l'époque d'occuper la Provence. Parce que tous les rois de la région, y compris le roi d'Angleterre, voulaient donner des leçons à ces révolutionnaires français mal élevés qui décapitent le roi. Vous avez une solidarité monarchique. Et bien le Dey a désobéi. Il a dit nous avons les moyens militaires d'occuper une partie de la Provence, mais nous ne le faisons pas parce que nous faisons du commerce avec la France révolutionnaire qui ne produit plus. Et vous savez, les dettes qui ont été à l'origine du coup d'éventail qui remontent à cette période. Donc vous avez un des nombreux cas où le Dey désobéit à Istanbul. Donc c'était un État indépendant. Et c'était l'État le plus puissant de toute la Méditerranée. Et la fortune la plus importante qui a été à l'origine de l'expédition de Sidi Ferruch, parce que Charles X convoitait le trésor du Dey. Alors évidemment, l'historiographie française a crédité l'idée qu'il n'y avait pas d'État algérien, parce que c'est les Français qui ont détruit l'État. Vous avez quelqu'un qui n'était pas un historien de l'Algérie, mais qui était assez impartial, qui s'appelait Raymond Aron. Il a écrit un petit livre en 1956 sur la guerre d'Algérie. Il a commencé par dire que la France a commis un étacide en Algérie en 1830. Étacide, c'est comme génocide. Génocide, ça vient de génome, genre humain. Génocide, c'est destruction du genre humain. Étacide, c'est destruction d'un État. Et ils ont même détruit plusieurs États. Puisque l'État de l'Émirat al-Qadr, qui était un État régional moderne, mais qui n'avait aucune relation avec les Ottomans, puisque l'Émirat al-Qadr était mis en garde depuis son séjour à Bagdad, 1827-28, par la comptable de la Qadélия contre les Ottomans. Ils ont dit, mais on ne compte pas sur l'Empire ottoman, il est affaibli. Et donc ils ont détruit cet État qu'ils ont reconnu au moins 2 fois, par le traité des Michel et la Tafna. Alors c'était un véritable État. L'émir avait la monnaie, il avait un système de santé, il avait des fabrications d'armement, etc. Et ils ont détruit l'État de l'Hajj Ahmed Bey qui continuait à se réclamer de Sultan Mahmoud Thani, qu'il a désigné Dey, paraît-il, après la chute de Hussein. Donc voilà 2 États qu'ils ont détruits et ils n'ont pas tenu leurs promesses auxquelles avaient cru Zihamdan et Bourguiba de laisser les Algériens, après les avoir débarrassés des Turcs, de créer un État indépendant. Donc vous avez un État, l'historiographie française est vraiment dans l'idéologie. Au moment où on compare avec la Tunisie et le Maroc, on dit en Tunisie et au Maroc il y a un État. C'était des protectorats, mais l'État algérien était plus fort, et c'est les généraux français qui l'ont détruit. La preuve, c'est que les Husseinites, la dynastie des Beys de Tunis, après la fin des Hafsides, ce sont les Beys d'Alger qui l'ont... C'était les protégés d'Alger. Les Beys qu'on a maintenus jusqu'à la mi-Bey de 56. Donc si vous voulez, c'est vraiment un discours idéologique. On a détruit un État, puis après on vous dit il n'y a pas d'État algérien. Mais c'est votre faute. Donc vous avez, quand on travaille sur cette hypothèse de travail qu'il n'y a pas d'État algérien, quelle que soit la bienveillance d'un Ageron et de Julien, leur anticolonialisme modéré, ça porte la trace de ce péché originel. Il n'y a pas de peuple algérien, il n'y a pas d'État algérien, puisqu'il y a un fait accompli colonial. Et si on veut avoir une histoire, même française, de l'Algérie, impartiale et vraiment décolonisée, dans le sens de la décolonisation de l'histoire recommandée par Mohamed Chef Sahli il y a très longtemps, c'est le titre d'un de ses livres, Décoloniser l'histoire, il faudrait déconstruire cette histoire faite par de grands historiens, de grands esprits. Ageron, moi je l'ai connu personnellement, c'était la rectitude même, et la preuve c'est qu'il a fait un monde honorable quand il a polémiqué avec Michel Labarre. Moins d'1 an après, il est revenu sur sa solidarité avec Charles-André Gilles. Donc il faut tenir compte, si vous voulez, des travers de l'homo academicus, là qu'on dit les vieux, de l'orgueil, de la volonté de monopoliser les études et de réagir de manière épidermique quand il y a des documents qu'on a passés sous silence pour faire pratiquement du négationnisme.
En attendant de faire du négationnisme, on peut faire du révisionnisme historique. Sur l'Algérie, vous avez beaucoup de révisionnisme. L'histoire algérienne faite par les historiens français. Et donc, à mon avis, il faut revenir à ces sources-là, notamment les sources utilisées par Michel Abar, qui a eu le mérite d'aller à la bibliothèque de l'Arsenal, les archives militaires, alors que les historiens patentés n'y allaient pas. Donc pour nous, il faut repartir de ce travers et de ce biais idéologique pour le rectifier et faire l'histoire réelle, l'histoire la plus démystifiée, la plus impartiale possible. Et l'ouverture des archives le permet. Si vous voulez, pour les besoins de l'action diplomatique du FLN, la veille de la création du GPRA, Abdelhamid Mahri m'a dit: j'ai fait travailler Mohamed Bejaoui, qui est un futur ministre des Affaires étrangères, et il avait été à la justice. Il a fait travailler aux archives françaises, parce qu'il était déjà doctorant en droit, c'est contraire. Où il a fait la liste des traités, des dizaines de traités, 120 ou 117, signés par Alger avec les puissances occidentales, y compris les États-Unis, sans passer par la sublimation. Ce qui montre que c'était un État indépendant. Et c'est sur la base de ce rapport, dont une copie a été saisie en 1959, lors d'une perquisition de la police chez un militant du FLN dans une chambre de bonne. On l'a aux archives diplomatiques. Donc évidemment, là, vous avez les historiens de l'agrégé français qui nous disent ça c'est le discours nationaliste, comme si le discours nationaliste était faux de A à Z. Alors que quand on connaît l'épisode Michel Abar, Mose Desfoy est du côté des grands historiens, pas des essayistes. Or, le discours nationaliste, quand il a, ou l'action nationaliste, quand elle a à sa disposition des diplômés de l'université française, qui font le travail que les historiens français n'ont pas voulu faire, il a une valeur scientifique, tout nationaliste qu'il était. Et si vous voulez, le noyau dur du livre de Mouloud Qassem, sur l'Algérie, pour montrer que c'est une nation, et il a pour point de départ l'étude de Bejaoui. J'ai vérifié. Mouloud Qassem n'a fait que traduire et enrichir par des données puisées dans les archives suédoises, allemandes, etc. Donc voilà, ça ne vous empêche pas d'aller en Algérie en touriste. Moi, j'avais préparé pour les touristes. Il y avait une autre, mais je n'ai pas le temps de l'exposer. Pour un touriste qui va en Algérie, il a à l'esprit, si vous voulez, les jugements négatifs de la COFA sur l'Algérie, qui mettait en garde les investisseurs, pays à risque, jusqu'à 4-5 ans. Jusqu'à hier, d'ailleurs. Non, là c'était un lapsus. Un lapsus, quelqu'un qui croyait faire de l'humour. Mais la COFAS, si vous voulez, mettait en garde sur des arguments très sérieux. Il y avait l'insécurité du coup, à cause du terrorisme, et il y avait l'insécurité juridique. Vous avez le début janvier, on adopte un code des investissements. En octobre de la même